Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va parler d'un coureur en particulier qui vient de prendre sa retraite. On va parler de Romain Sicard, le coureur français, le coureur basque, qui vient de prendre sa retraite pour des problèmes cardiaques. On va revenir sur ce coureur qui est un espoir qui n'a jamais réussi à concrétiser. Et ça me permettra de parler de beaucoup de choses dans le domaine du cyclisme. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, pour me dire ce que vous pensez un petit peu de la carrière de Romain Sicard. Alors Romain Sicard, au niveau de la carrière, c'est quand même donc de 2010 à 2021, donc ce qui fait, à 2020 on va dire, 10 ans de carrière, champion du monde espoir, il faut le rappeler, en 2009, vainqueur du Tour de l'Avenir également la même année. Et puis chez les professionnels, par contre, le bilan est beaucoup moins intéressant, avec une seule victoire en 2009, c'était à l'époque chez Orbea, chez les professionnels. Enfin, professionnel et espoir, à l'époque, c'était un petit peu compliqué, à la Subida El Naranco. 13e de la Vuelta en 2014, 15e de la Vuelta en 2015. Deuxième d'une étape du Dauphiné en 2010, c'est là où on pensait qu'il allait confirmer, et puis au final, ça ne s'était pas vraiment passé. 11e du Dauphiné, en 2010 également. Compliqué de parler de Romain Sicard, coureur qui, j'ai aucun problème avec Romain Sicard, il a l'air d'être très sympathique en plus sur les vidéos de Total Direct Energy, il avait l'air d'être très sympathique ce coureur, mais c'est un coureur qui n'a jamais réussi à confirmer. C'est là où on se dit qu'il y a peut-être eu un problème pour Romain Sicard, peut-être des mauvais choix de carrière aussi, on reviendra là-dessus. Il y a déjà eu premièrement, des pépins physiques pour Romain Sicard, il ne faut pas le négliger. Ça a commencé au tout début de sa carrière professionnelle, fin de l'année 2010, alors qu'il avait fait plutôt une très très bonne saison. Il commence à avoir des problèmes, des douleurs au genou en fait, tout simplement, inexpliquées, et ça va le poursuivre pendant toute la saison 2011. J'ai regardé sur sa saison 2011, il ne fait que 20 jours de course sur une saison complète, avec beaucoup d'abandon sur cette année 2011. 2012, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire au niveau des résultats. Et je crois que ça a été déjà un premier problème, cette douleur au genou. Et puis ensuite, on a appris pour sa prise de retraite que ça faisait depuis 3 ans qu'il était surveillé au niveau cardiaque, ce qui a certainement dû nuire à ses performances, le fait d'avoir un cœur qui ne marchait pas très bien. La douleur au genou, ça a énormément nuit à sa carrière, pour une raison extrêmement simple. C'est le genre de problème pour les jeunes coureurs qu'il ne faut surtout pas avoir, des sortes de douleurs inexpliquées, surtout au niveau des jambes, qui est quand même un important outil. C'est vrai que quand vous avez une période comme ça d'indisponibilité, que ce soit pour n'importe quel type de sportif jeune, c'est toujours un problème. Dans le cas de Romain Sicard, il a perdu une année. C'est-à-dire qu'une année où il aurait dû progresser physiquement, parce que dans vos jeunes années de cyclisme, dans n'importe quelle discipline, vous progressez énormément physiquement, mais lui, il n'a pas pu progresser physiquement parce qu'il n'a pas roulé. Et ensuite, il y a tout le côté stratégie, tout le côté expérience qu'il n'a pas pu accumuler pendant cette année, vu qu'il a très peu couru. Toute l'expérience qui aurait pu lui faire du bien 2 ans, 3 ans après, et qu'il a récupéré plus tardivement, ce qui fait qu'il est peut-être arrivé à maturité plus tardivement, et surtout la maturité physique, elle ne se... on ne peut pas la décaler dans le temps, à un moment elle arrive, et je pense que là ça a eu un coup dans sa carrière. C'est le genre de problème vraiment qu'il ne faut surtout pas avoir dans ces jeunes années. Parce que Romain Sicard, c'était quand même un coureur chez les jeunes qui était la grosse pépite du cyclisme mondial. Quand il arrive en 2009, Tour de l'Avenir. Sur cette année-là du Tour de l'Avenir, je vais vérifier qui on avait pour juste vous dire quand même les coureurs qui n'ont pas toujours vraiment performé.
du côté des jeunes dans ce Tour de l'avenir. On avait TJ Van Garderen, qui est aussi un espoir décevant. On avait Peter Stetina, qui n'a jamais fait énormément de choses quand même dans le milieu du cyclisme. Il y avait Tony Galopin, Arthur Vichot, donc c'est quasiment une génération maudite, on pourrait presque se dire, parce que bon, Tony Galopin a fait quelques bons résultats, mais il y a eu... il y a eu quand même beaucoup de déceptions sur la carrière de Tony Galopin, surtout ces dernières années. Mais quand vous regardez quand même cette starting list, Darwin Atapuma, Raphaël Valls, pareil, il y a pas grand-chose au niveau carrière. Michel Creder, c'est pas non plus incroyable. Yannick Martinez, Johan Bago, là aussi des coureurs qui n'ont jamais performé, ou pas performé comme on les attendait. Jules Johnson, Ben Gestower, Luc Rowe, Jan Traknik, Peter Kinauf aussi, qui on a d'autres, Geoffrey Soupe, Sergio Henao, Jarlinson Pantano, en plus pris pour dopage. Là, quand je regarde, c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire, Seb Van Mark, donc qui est quasiment le coureur qui a le mieux réussi de cette génération-là, quand vous voyez. Là, je remonte. Ce qui est assez incroyable à se dire, c'est que voilà, cette génération presque maudite, cette génération qui aujourd'hui a 32-33 ans, qui n'a quasiment rien fait en fait. Et il faut se rappeler qu'il gagne avec une seconde d'avance, je crois, sur Van Garderen. Je me souviens, ça s'était joué à pas... Oui, voilà, ça s'était joué à pas grand-chose avec Van Garderen. Ils avaient collé une minute à Sergei Fourch, qui, alors là, je ne sais même pas, le troisième de ce... Je vais regarder, je ne sais même pas ce qu'il a fait, ce coureur-là. Oui, pas grand-chose, vu qu'il a arrêté sa carrière en 2013. Oui, voilà, il n'y a pas eu de grands résultats dans sa carrière. Mais ce qui est incroyable de se dire qu'on était encore à un moment au Tour de l'Avenir, il y a 10 ans, où gagner le Tour de l'Avenir n'était pas... On concrétisait pas foncièrement derrière au niveau des résultats professionnels. C'est à une époque où le Tour de l'Avenir commençait à redevenir quelque chose d'important. Il y avait eu une période vraiment très compliquée pour le Tour de l'Avenir dans les années 2000 où ça, c'était, je dirais pas presque disparu, mais quasiment pas loin. Et c'est vrai que là, on avait retrouvé un Tour de l'Avenir qui commençait à reperformer à partir de 2009. Et ensuite, derrière, vous voyez, Bernal et autres qui ont gagné des Tours de France. Mais c'était une époque où ça commençait à redémarrer. Même l'année 2008, je peux regarder, mais l'année 2008, c'était pas incroyable. Je pense que c'est une époque, il y avait Yann Bakeland qui avait remporté le Tour de l'Avenir, c'est pour vous dire. Oui, vous regardez l'année 2008, c'est pas beaucoup mieux au niveau des résultats du top 10. Oui, Cyril Gauthier, Anthony Roux, c'est pas non plus des grandes carrières. Ce qui est incroyable avec Romain Sicard, c'est que c'est un coureur qui a quand même fait des bonnes choses sur sa première année professionnelle, qui ensuite n'a pas réussi à concrétiser, peut-être pour les problèmes de genoux, mais aussi parce que je pense qu'à ce moment-là, on ne préparait pas assez les jeunes coureurs cyclistes au monde professionnel. Il y avait vraiment une différence entre monde amateur et monde professionnel. Et ça, je pense que ça a été un vrai souci pour tous les coureurs de cette période-là. Là, je regarde par exemple les championnats du monde junior, ils s'imposent devant Bettencourt et Igor Siline, qui n'ont pas non plus eu des grandes carrières. Il y a Mathias Brandle, c'est pas non plus incroyable. Alexandre Geniez, je dirais c'est presque celui qui a eu avec Damiano Caruso, c'est presque... Et Castroviero, oui, presque ceux qui ont eu les meilleures carrières. Nicolas Haydé aussi, il faut pas négliger quand même Nicolas Haydé et Seb Van Mark, encore une fois, qui était là. Il faut quand même se rappeler que quand il est... et Brandbilla aussi, je viens de voir. Il faut se rappeler que quand il est champion du monde junior, il est champion du monde junior à Mendrisio, sur l'un des parcours les plus compliqués des championnats du monde des 20 dernières années. Alors, c'était un parcours qui était extrêmement compliqué, Mendrisio, on passe à 38 km/h, 184, pourtant sur une course, il n'avait pas vraiment débranché, du souvenir que j'ai de ces championnats du monde. 2 ans après, quand vous voyez Arnaud Démare et même Adrien Petit, là, on avait travaillé énormément sur la différence entre espoir et professionnel. Mais c'est une période où les champions du monde espoir ne marchaient pas forcément en championnat du monde, chez les élites derrière. Quand vous voyez 2008, il y a Degenkolb qui fait 3, Ben Swift qui font 4, Rui Costa, qui est dans le top 10 également, avec Daniel Oss, oui, mais c'est pas non plus incroyable. Et l'année 2007,
là aussi, hein, si je regarde un petit peu. Peter Velits, qui n'a pas non plus fait une carrière si incroyable que ça, avec Sulzberger ouais, c'était pas non plus incroyable. C'était encore une époque où c'était compliqué de passer de professionnel à amateur. À partir de 2010, regardez, 2010, c'est Michael Matthews devant De Gengold et Taylor Finney. Chez les U23, Arnaud Desmar 5e, Boivin, Colbrelli. Là, tu vois, ça commence à marcher beaucoup mieux. Et puis 2011, c'est le fameux titre de Arnaud Desmar devant Adrien Petit. Marco Haller 5. Il y a quand même un peu plus de monde sur cette année-là. Petrova Koch aussi, Raymond Kreder, Nathanaël Berham, Yann Polanc, Carlos Betancourt, enfin, ça marche un peu mieux. Mais sur les premières années, c'était compliqué le championnat du monde espoir. Pour moi, Romain Sicard il est passé au mauvais moment. C'est vrai que quand vous regardez les autres coureurs après, même si vous regardez à des coureurs un peu du même profil, parce que c'est un grimpeur Romain Sicard, si vous regardez la carrière de Thibaut Pinot, la carrière de Romain Bardet, qui arrive 2 ans après lui, Thibaut Pinot c'est 2011, Romain Bardet je ne sais même pas si c'est pas 2010 de tête, qui pourtant n'ont pas été champions du monde junior, espoirs, qui chez les espoirs n'ont pas été incroyables, eh bien les résultats sont bien meilleurs. Je pense qu'il est arrivé au mauvais moment. Il est arrivé au début de cette relance du cyclisme français. Il faut savoir que pendant les années 2000, le cyclisme français, c'est la déchéance totale. C'est-à-dire que vous avez Sandy Cazard, Thomas Vauclair, Jean-Patrick Nazon sur les premières années encore, et Pierrick Fédrigou. J'avais oublié Pierrick Fédrigou. Vous avez 4-5 coureurs, quoi. Vraiment, qui ont le niveau mondial. Après, les autres, c'est pas bon. Et en fait, à partir de Romain Feuillu, j'ai un 2008-2009, on a le retour de coureurs français importants. Il y aura la victoire de Brice Feuillu à Andorre-Arcalis qui est hyper importante pour les jeunes grimpeurs. Romain Sicard au championnat du monde espoir. Arnaud Desmar, bien entendu. Thibaut Pinot, Romain Bardet. Ça arrive à se partir de ce moment-là. Mais dans les années 2000, moi quand j'ai commencé à regarder le cyclisme, les Français, quand ils gagnaient une course dans la saison, au niveau World Tour, c'était la fête, quoi. Alors que maintenant, on est habitué à des victoires World Tour. Quand il n'y en a pas régulièrement, c'est un peu inquiétant. Mais j'ai connu toute cette période-là, je peux vous dire que c'était compliqué. Sur le Tour de France, on guettait le coureur français qui ferait peut-être top 15 à un moment. Et je pense que c'était le vrai problème de Romain Sicard, avec ses problèmes de genoux. Problème également de choix de carrière. C'est vrai qu'il a commencé chez Euskaltel, Orbea Euskaltel, parce qu'il était basque. À ce moment-là, Euskaltel ne recrutait que des Basques. Il faut savoir que c'était même le premier coureur basque français à rejoindre Euskaltel. Et je pense que ça n'a pas été forcément le meilleur choix de carrière d'aller dans cette équipe-là, qui, déjà en 2010-2011, était quand même sur la pente descendante. Ça arrêtera en 2013. Euskaltel, mais 2013, 2012, 2013, ils sont déjà vraiment à un niveau catastrophique. Pour vous dire, 2012-2013, il n'y a plus de coureurs 100% basques. C'est plus une équipe 100% basque. À ce moment-là, Euskaltel, je pense que ça a été un mauvais choix de carrière. Ensuite, il a rejoint l'équipe de Jean-René Bernaudot. C'est une équipe qui est intéressante pour se relancer, mais pas pour rester 10 ans. Il est resté, je pense, trop longtemps chez Jean-René Bernaudot. Il aurait dû changer à un moment d'équipe. Et sur les dernières années, il était leader, mais on savait bien qu'il ne pouvait pas jouer le classement général d'un grand tour. On savait bien que même dans les échappées, il était limité. J'en avais parlé sur le dernier Tour de France. Je crois que même l'année d'avant, 2020-2019, quand vous le voyez en échappée, il se fait lâcher à 50 bornes de l'arrivée. Vous vous dites, voilà, ce mec-là n'est plus en capacité d'être leader au niveau du classement général. Bon, maintenant, on comprend mieux pourquoi il avait du mal à tenir sur les fins de course. Si au niveau cardiaque, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, je voulais parler quand même de Romain Sicard, parce que s'il n'y a pas Romain Sicard, je suis pas sûr qu'il y ait Arnaud Desmar derrière au championnat du monde d'espoir, et je suis pas sûr qu'on fasse confiance à des coureurs comme Tony Galopin, comme Thibaut Pinot, comme Romain Bardet, comme Warren Barguil aussi. C'est parce qu'il y a eu, je pense, Romain Sicard, que derrière il y a eu ces coureurs-là, qu'on a retrouvé également un peu d'intérêt sur le Tour de l'Avenir. Aussi. C'est pour ça que je voulais parler de Romain Sicard, parce que ça me permet également de parler de ces coureurs qui n'ont pas performé. Dans la catégorie élite, on peut parler de Mohoric également, qui dominait chez les espoirs et qui n'a pas performé chez les élites. Et la frontière entre élite et espoir est parfois compliquée. C'est moins le cas aujourd'hui, parce qu'on a vu des Guggenhardt, même David Gaudu, aujourd'hui performe pas mal, mais ça lui a pris un petit peu de temps. Egan Bernal, bien entendu. Qui était très bon chez les espoirs et très bon chez les professionnels, Arnaud Desmar aussi. Mais
un mauvais coureur espoir n'est pas forcément un mauvais coureur chez les élites, et inversement, un bon coureur espoir n'est pas forcément un bon coureur chez les élites. Et c'est pour ça que quand tout le monde s'enflamme sur Remco Evenepoel ou d'autres coureurs, il faut se méfier. Remco Evenepoel, j'ai peur que ça nous fasse comme Romain Sicard, parce que grosse période d'indisponibilité pendant un moment de grande croissance au niveau physique, et que c'est un coureur sur lequel on mise énormément alors qu'il est très jeune. Et mentalement, c'est pas facile à gérer. Et donc, il faut se méfier. Pour Evenepoel, il a eu une grosse blessure. Il faudra voir comment il arrive à revenir. Mais c'est pas sûr qu'il revienne au top. Voilà. Donc, ça me permet de parler de Remco Evenepoel. Et puis, bon, je voulais quand même souligner, rendre hommage à ce coureur, quand même, qui était ultra prometteur. Je me souviens en 2010, quand il démarre chez les professionnels, je me souviens un peu sur le Dauphiné. Alors, à l'époque, je regardais la course un petit peu avec des highlights parce que j'allais à l'école. Hein. C'était pas forcément facile. J'étais au collège en 2010. J'étais encore au collège. Donc après les cours, je regardais ça. Et c'est vrai que quand il arrive, souvent à ce moment-là, quand on le voit faire top 15 sur le Dauphiné, on se dit putain, on a peut-être trouvé le futur Bernard Hinault, quoi. Et on s'est enflammé trop vite avec Romain Sicard. Ensuite, il y a eu ses problèmes de genoux. Un an quasiment sans courir, ou en courant, mais en étant très diminué. Forcément, ça a eu des conséquences. Il n'a pas eu une carrière facile, Romain Sicard, mais il a eu la particularité quand même de rester 10 ans au haut niveau, en World Tour ou en Pro Team. Et ça, il faut le souligner également. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mayak Production. Allez, ciao, ciao!